Plein phare sur le mondial de l'automobile. Aujourd'hui, plein phare donc sur le mondial de l'automobile. Notre premier invité est Laurent Hériou, directeur général de la Fédération française des véhicules d'époque, mais aussi l'organisateur des expositions spéciales de ce mondial de l'automobile. Laurent Hériou, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'histoire de ce salon de l'automobile, mais avant cela, quelques chiffres. Le mondial, aujourd'hui, c'est 96 000 mètres carrés d'exposition, près de 300 marques venant de 23 pays et plus d'une centaine de nouveaux modèles présentés en première mondiale. Ça, c'est pour l'édition 2012. En 1998, pour la toute première édition de ce salon au Jardin des Tuileries, les chiffres n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, et puis d'abord, c'était en 1898. 1898, j'ai dit Voilà, 1900 absolument. 1898. Non, c'était une première exposition d'ailleurs, qui n'avait pas encore le nom de salon, qui a eu lieu donc dans les jardins des Tuileries. Et il faudra attendre 1902 pour voir la deuxième édition, puisqu'en 1900, il y avait l'exposition universelle, donc pas de salon automobile. Comment ça s'est passé, cette première édition de 1898? Écoutez, essayez de vous replacer dans le contexte de l'époque. À l'époque, il y a des chevaux et des véhicules hippomobiles, comme on les appelle, et d'un seul coup, arrivent ces voitures qui fonctionnent, qui roulent toutes seules. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on faisait un salon de soucoupe volante, je pense. 1902, on commence à voir les grandes marques comme Peugeot, Panhard, Daimler ou encore Benz. Oui, oui, tout à fait. Ce sont les précurseurs, ce sont eux qui ont quasiment inventé l'automobile. Quand on dit inventer, il faut se méfier parce que beaucoup se revendiquent de l'invention de l'automobile. Ce n'est pas qu'une invention, ce n'est pas qu'un inventeur, c'est toute une accumulation de génies qui ont fait que l'automobile a pu commencer à fonctionner. En revanche, ce dont on peut parler, c'est effectivement la première production automobile et le premier constructeur à avoir lancé la production de 30 véhicules avant de les avoir vendus, c'est Panhard et Levassor. Et là, ensuite, l'histoire s'emballe, on va dire. Le salon prend, on va dire, un rythme de croisière jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, et même après, mais en tout cas, c'est vrai que là, on est vraiment dans la période où tout est à faire, tout est à inventer. Et je pense tout de suite, bien sûr, à la première Renault avec la prise directe de Louis Renault. Et puis en 1908, on ne peut pas ne passer sous silence la Ford T. On arrive donc à la Première Guerre mondiale. Durant cette période de 14-18, là, pas de salon automobile. Ah non, pas de salon pour les raisons que vous pouvez deviner, évidemment. Ce sera pareil d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale. Et le premier salon date de 1919, après la Première Guerre mondiale. Et c'est effectivement là où André Citroën va apparaître, puisqu'il va transformer son usine qui fabriquait des obus pendant cette Première Guerre mondiale en usine pour fabriquer des automobiles. Et il y avait également une star en 1919, c'était l'Hispano-Suiza H6. Oui, alors l'H6 va vraiment, je dirais, atteindre le sommet de sa carrière plutôt dans les années 20 et dans les années 30 en version H6B et en H6C. Mais c'est vrai qu'Hispano-Suiza et beaucoup d'autres constructeurs font que la belle automobile, eh bien, c'est en France qu'elle apparaît, qu'elle se voit. D'ailleurs, à l'époque, on achète un châssis chez Hispano, chez Delage, chez Delahaye, chez Bugatti, et on va le faire carrosser chez un grand couturier, donc un carrossier, comme un Henri Chaperon ou un Figoni Falacci. La carrosserie à cette époque a une grande importance. La carrosserie a une grande importance, et en plus, on est encore en train de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique et l'aérodynamique. Et c'est vrai que toutes ces formes, bien souvent empiriques, on s'aperçoit que parfois elles sont très efficaces. Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez dit, pas de salon automobile, là aussi pour les raisons qu'on peut comprendre. En revanche, sortie de la guerre, 1946, là on a une nouvelle édition qui, on va dire, correspond à la belle époque, enfin à la grande époque de l'automobile. Oui, c'est le début des 30 Glorieuses, et c'est la présentation sur le stand Renault de la fameuse 4 chevaux, 4 roues, 4 places, et qui va mettre, je dirais, non pas la France sur la route, mais permettre à un plus grand nombre, en tout cas, de rouler en automobile. Et 2 ans après, ce sera la 2 chevaux Citroën
qui avait été conçu avant-guerre. En 1936 apparaissent les premiers prototypes de la 2 chevaux. Donc 1946, 1948 la 2 chevaux, et puis 1950. On va faire une petite pause, on va s'arrêter un instant. Je vous propose d'écouter les actualités nationales, comme on disait, tout de suite. On écoute. Reviennent après-guerre plus fort que jamais? Non, on ne peut pas dire ça. Mercedes est présent tout de suite, évidemment, mais il faudra attendre 1961 et l'apparition de la BMW 1500 pour voir BMW véritablement redémarrer une nouvelle carrière. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient au bord de la faillite à cette époque-là. Et la réussite de Mercedes, le modèle Mercedes sera dupliqué par BMW au début des années 60 et Audi fera la même chose 10 ans après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1950, la belle automobile, la belle voiture, c'est la voiture américaine aussi. Oui, là, justement, après-guerre, les Américains, là aussi, envahissent le marché européen. Et il suffit de regarder les films de l'époque, vous voyez tout de suite en quoi roule Les belles Cadillacs. soit le capitaine d'industrie, soit le chef de gang. 1962, le salon, là aussi, change d'air, on va dire. Le salon automobile s'installe au parc des expositions, Porte de Versailles, où nous sommes là aujourd'hui. Oui, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'entre 1902 et 1962, c'était au Grand Palais. Alors, Au Grand Palais. En 1962, déménagement par Porte de Versailles, nous y sommes toujours d'ailleurs, et nous l'espérons pour longtemps. C'est vrai que le Grand Palais, pour vous fixer les idées, c'était 28 000 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, on en a 100 000. Donc on ne pouvait pas de toute façon rester au Grand Palais. 1976, autre date importante pour le salon de l'automobile. Il devient une biennale en alternance avec le salon de l'auto de Francfort. Le salon de l'automobile, avant l'heure, s'européanise, si je peux dire. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'en 1976, on sort de la première grande crise pétrolière. Et donc les budgets commencent à se resserrer. Et plutôt que de faire un salon tous les ans, avec des budgets un petit peu plus serrés, on décide d'en faire un tous les 2 ans avec des budgets convenables. Et puis on arrive donc pratiquement à notre époque avec là aussi des dates importantes comme en 2004 où là on a battu un record de fréquentation, plus de 1 461 000 visiteurs. Oui, on est pratiquement 1,5 million de visiteurs. Là, il faut savoir que le salon était ouvert tous les jours de 10h à 22h. Et c'était vraiment très très long, notamment pour les exposants. Et donc nous avons dû réduire la plage horaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2010, nous avions fait 1 200 000 visiteurs. Mais en comparant les horaires d'ouverture, on est quasiment au même chiffre. J'espère qu'on pourra faire pareil cette année. C'est quoi pour vous un beau salon ou un salon intéressant, Laurent Hériou? Est-ce qu'il y a une définition d'un salon réussi? Un salon réussi, c'est quand tout le monde est content. Quand je dis tout le monde, ce sont d'abord les visiteurs qui sont nos clients, bien sûr. Et ça tient aux nouveautés, grâce aux nouveautés? Et ça tient aux nouveautés. C'est vrai qu'au salon, on vient rêver, je veux dire. Il y a toujours une relation un peu filiale entre l'automobile et celui qui va la conduire, celui ou celle, pardon. Et c'est vrai que le salon est un endroit propice à se projeter dans les rêves pour anticiper l'achat d'un véhicule qu'on espère obtenir. Puis oui. Et pour terminer sur votre question, nous sommes également contents, un bon salon, quand nos exposants le sont. Pardon. Également, un mot, il y a différentes animations, il n'y a pas que des voitures, il y a des différentes animations et justement, il y a une animation, on y reviendra bien sûr tout au long de ce mondial, consacrée cette année à l'automobile et à la publicité, manifestation dont vous êtes, on va dire, le patron. Non, il n'y a qu'un patron mondial de l'automobile, c'est Thierry S, commissaire général. En tout cas, l'un des organisateurs de cette manifestation. Voilà, nous l'organisons pour le mondial et c'est vrai que ça fait 20 ans cette année donc, que nous faisons les expositions spéciales et cette année le thème sur l'automobile est un thème très très fort parce que plus vous cherchez de la matière, plus vous en trouvez et en plus ça nous permet de rentrer dans une troisième dimension qui est l'image animée, c'est-à-dire le film, grâce à un partenariat que nous avons monté avec l'INA et qui nous ont sorti vraiment des trésors. Je vous invite vraiment à visiter cette exposition. Laurent Hériou, merci. Je rappelle que vous interveniez en direct depuis le Salon de l'Automobile, le Mondial de l'Automobile de Paris. Vous êtes le directeur général de la Fédération française des véhicules d'époque, mais aussi l'organisateur des expositions spéciales du Mondial de l'Automobile.